peut-être commencer par redemander aux orateurs qui ont pu, dans leurs interventions liminaires, évoquer ces propositions, quelles sont celles qui, peut-être ils voudraient reprendre, dans la mesure où, notamment, elles entreraient en convergence avec des propositions faites par d'autres. Ouais, pour pas trop sans trop y passer de temps, pour laisser évidemment encore l'occasion à la salle d'intervenir. Donc, Adi, peut-être 10 minutes pour chacun. Oh, moi je serai assez bref. Je dirais que je pense que, du point de vue de Robert Salé, si je me place de son point de vue avant de parler de mon propre point de vue, mais peu importe, il y a un fait irréversible. Disons que on pourrait presque dire que les problèmes que nous avons décrits, problème de l'euro, problème de capture, toutes ces contradictions, ce contrôle par la finance à un niveau transnational des flux et sans aucune critique, avec autrement dit des normes, sans loi et sans véritable contrôle juridique, rendent nécessaire l'apparition d'un pouvoir politique. D'abord, à un niveau d'une intervention politique à un niveau européen, d'une part, puis d'autre part, de transformer la crise et les données du problème en possibilité d'une solution. C'est-à-dire que pour reprendre d'abord le point de vue de Robert Salé, je pense que lui aurait dit qu'il est indispensable de créer une possibilité d'intervention et de contrôle citoyen au niveau des pouvoirs de fait qui se sont constitués. Autrement dit, il ne s'agit pas de tomber dans l'illusion totalement mortifère d'un détricotage de l'Europe pour arriver à quoi? C'est-à-dire des nations qui se feraient concurrence de manière encore plus violente et avec du dumping social et des tentations protectionnistes. Disons que, de ce point de vue-là, ce n'est pas une issue. Donc, je crois que ce qu'on peut dire, comment penser aujourd'hui une intervention de contrôle citoyen au niveau des pouvoirs en Europe. Alors, la deuxième chose, si je peux aller encore plus loin dans ce sens-là, c'est qu'on a pu tirer de nos analyses que l'impasse n'était pas tant dans une concurrence sans entrave que dans une absence de concurrence et finalement une espèce de domination de fait sans contrôle, sans contrepartie, avec toutes sortes de phénomènes de captation de l'initiative, de la responsabilité et d'un véritable contrôle politique. Donc, deuxième voie, comment éviter cet effet de masse, cet effet d'opacité, de la complexité financière qui décourage les initiatives, qui décourage l'analyse lucide et qui se prête à toutes les illusions et à toutes les régressions. Car après tout, il ne faudrait pas, par demande de protection et par critique des excès d'une sorte de dérégulation qui, comme nous l'avons vu, est en fait souterrainement une forme de régulation qui ne dit pas son nom et qui est peut-être la pire des régulations, il ne faudrait pas en arriver à encore plus de cette sorte de violence en transformant chaque pays en demandeur d'encore plus de liberté économique, d'encore plus de protectionnisme, d'encore plus finalement de concurrence entre les personnes. Et puis la troisième idée, alors là, je me joindrai à ce que j'ai je rejoindrai des choses que j'ai entendues. C'est vrai qu'il semble que le levier d'intervention, peut-être l'un des plus efficaces, c'est cette notion, que je ne vais pas développer, puisque d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi, de mutualisation au niveau européen, qui est effectivement une manière de transformer ce qui ne marche pas et ce qui fait même blocage, bien, effectivement, en opportunité d'une solution et d'une sortie par l'autre, parce que ça permet effectivement
de ne pas faire l'impasse sur l'existant et de partir de l'existant. Voilà, pour ma part, ce que je vois. C'est presque trop court. J'aurais pu développer davantage. Il y a un point, moi, Oui. c'est toujours la question de... Au fond, vous dites arriver à construire un pouvoir politique digne de ce nom, mais comment? Bon, je prendrai deux hypothèses directrices. Je crois que le constat qui mérite d'être approfondi de Robert Saleh, qui peut effectivement être développé dans d'autres perspectives, à partir d'autres références, etc. Ce qu'il dit, à savoir sur le manque enfin plutôt les retrouvailles manquées entre partisans d'un pouvoir constituant à l'échelle européenne. J'entends par pouvoir constituant essayer de former au niveau d'une citoyenneté, essayer de former une citoyenneté européenne. Ça permettait presque de reprendre un certain nombre d'idées qu'on a vu se développer dans le contexte, par exemple, des États-Unis, qu'à un certain moment, il faut une union des États, pas pour ronger le pouvoir des États, mais précisément pour permettre d'aider ces États à exercer leur mission quant à la maîtrise de pouvoir de fait et de force qu'on ne peut pas contrôler à un niveau proprement étatique. C'est-à-dire qu'une union qui ferait les États et qui les consoliderait, et non pas une union qui se ferait au détriment de ces mêmes États et ou de ces mêmes nations quand il s'agit du contexte européen. Mais il y a une autre idée que je trouve intéressante quand on étudie, j'avais proposé un texte en annexe sur l'invention de la Constitution fédérale aux États-Unis. L'autre idée intéressante, c'est on ne peut faire ce type d'union qu'en trouvant les moyens de donner directement du pouvoir à un niveau précis aux citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que cette union suppose que quelque chose comme un niveau de citoyenneté spécifiquement européen puisse se former. Et je rappelle quand même à tous ceux qui baratinent indéfiniment sur les droits imprescriptibles de la nation, que ça a été le cas pour la République américaine, mais c'est aussi le cas fondamentalement pour la nation française. Le fer de lance de la nation française, alors pour les Américains c'est encore plus net, c'est la citoyenneté. Nous avons affaire à des nations de citoyens et non pas des nations de je ne sais trop quoi. Ce sont des nations de citoyens. Il suffit de lire, par exemple, un texte qui est toujours d'actualité comme celui de Sieyès. Quand on lit le premier chapitre de Sieyès et qu'il décrit dans des textes, dans des analyses extrêmement matérielles, de l'infrastructure matérielle, voilà, les analyses de l'infrastructure matérielle, il analyse l'infrastructure matérielle de la nation française pour défendre les droits du tiers-État, il dit le tiers-État et la nation en raison des rapports de travail, de production, d'échange, des rapports de droit qui se sont constitués. Vous prenez cette analyse telle qu'elle est, et vous pouvez effectivement montrer qu'il y a une infrastructure matérielle, peut-être, d'une nation européenne en ce sens, si on s'appuie véritablement là-dessus, sur le commun, malgré tout, d'une histoire qui a rapproché ces peuples et des échanges, au moins pour certains États clés, qui se sont constitués. Donc on peut déjà partir de là. Mais surtout, cette idée que le pouvoir constituant de la nation consiste à produire les institutions qui permettent aux citoyens d'exercer leur contrôle. Donc on peut très bien imaginer dans une espèce de liaison, c'est peut-être ce que Frédéric Bocara a voulu évoquer avec la notion de confédération, effectivement quelque chose d'assez mixte entre un pouvoir constituant à la française, le pouvoir fédéral, pour moi, un pouvoir fédéral au vrai sens du terme, n'est pas très éloigné de ce que tu entends par confédération. Tout dépend de comment on entend ce pouvoir fédéral. Si on l'articule à l'expression, voilà, c'est toute la difficulté des pouvoirs constituants des nations, etc.,
on peut trouver une solution. Mais bon, je ne prétends pas l'avoir personnellement trouvé. En tous les cas, c'est ce que j'essaierai d'explorer comme démarche. Mais comme je ne suis pas idéaliste et que je pense qu'il ne faut pas tomber dans le politicisme pur et simple, même si la politique est très importante aujourd'hui, je dirais que ce qui a été dit sur la mutualisation financière, sur des projets européens en termes d'éducation et en termes de renforcement des services publics et de l'hôpital, je crois que là, on tient quand même le fil de ce qui peut constituer l'infrastructure matérielle de cette union véritable pour laquelle il faut trouver peut-être le meilleur dosage politique. Mais il est quand même absolument certain, et quand on y réfléchit vraiment, que ce qui a rendu les choses, et ce qui continue à rendre les choses particulièrement opaques sur le plan politique, c'est finalement la complexité des institutions européennes, où finalement les peuples européens ne peuvent plus savoir qui fait quoi, et c'est d'autant plus rendu compliqué que parfois les gouvernements prennent des décisions à un niveau européen qu'ils n'assument pas, ou ils démissionnent au niveau de décisions technocratiques prises au pouvoir, et qu'ensuite ils refilent à leur Parlement et à leur nation en disant « ça vient de l'Europe ». Et donc c'est cela qui a créé ce sentiment de dépossession, je dirais même de destrangement des peuples européens à l'égard des institutions. Donc il faut vraiment contrer cela, mais je crois qu'en allant sur les deux jambes, trouver des formes d'institutions et trouver le projet politico-social, effectivement, de construction de cette infrastructure matérielle. Mais déjà que l'on puisse, à un niveau proprement européen, détricoter l'opacité, et cette opacité qui favorise ce phénomène de capture dont on a parlé à plusieurs niveaux, ce serait déjà un acquis fondamental, d'autant qu'il est tout sauf certain que l'on puisse faire ce pouvoir de contrôle en se retirant. C'est le précaré d'États prétendument souverains. Voilà. La souveraineté est parfois plus la marque d'une impuissance que la marque d'une puissance réelle. Enfin, ou plutôt l'insistance frénétique sur la souveraineté. Voilà. Merci. Laurence, peut-être ? Oui. Alors, les propositions que j'ai essayé d'esquisser dans mon intervention, vu le temps que j'avais, c'était des propositions qui se situent en amont, en réalité, des transformations profondes. C'est-à-dire, je pense que c'est le prérequis, desserrer l'étau de la manière dont la finance façonne la vision du monde des dirigeants. Ça nécessite d'agir dans plein de champs, me semble être le prérequis de ce qu'il faut faire. Donc je persiste à croire que les propositions dont j'ai parlé sont une espèce de... c'est ce qu'il faut faire avant, c'est en amont. Comment est-ce qu'organiser le changement ? Alors personnellement, je pense qu'on est tous influencés par notre histoire personnelle. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de ce point de vue, je suis assez proche des positions d'Ulrich Beck. Je crois beaucoup en private politics, c'est-à-dire je crois beaucoup en l'organisation de la société civile de manière horizontale, ce qui est tout à fait possible maintenant avec les nouveaux outils de communication. C'est le bon côté d'Internet, c'est que ça permet à des collectifs de manière transnationale de s'organiser. Et j'en veux pour preuve, alors je peux prendre des exemples, mais le problème c'est qu'à un moment, l'accumulation des exemples peut faire système. Par exemple, si vous prenez sur des cas très concrets, l'interdiction de la pêche en eau profonde ou l'interdiction de la pêche électrique, alors l'interdiction de la pêche en eau profonde, c'est une grande victoire dans l'Union européenne que l'on doit à une association qui s'appelle Bloom et qui se bat bec et ongle sur l'interdiction de la pêche électrique. Alors voilà, quand on parlait des limites, les limites écologiques, la question de la préservation de la biodiversité, des fonds marins, de la vie dans les océans, ça fait partie de ça. Donc voilà, ça c'est un exemple. Si on regarde les avancées qu'on a pu faire, même si elles sont évidemment insuffisantes, mais les avancées qu'on a pu faire en matière de lutte contre l'évasion fiscale, etc. Comment ça s'est passé ? C'est quand des lanceurs d'alerte ont sorti des données et qu'elles ont été traitées par des réseaux en fait, de journalistes organisés.
Et c'est les WICS qui ont fait, les LICS, pardon, qui ont fait bouger un peu les lignes. L'OCDE était sur le sujet depuis très longtemps, mais ce qui a vraiment fait bouger les lignes, c'est quand on a pu mettre des noms, c'est quand on a pu mettre des sociétés, c'est quand on peut faire du name and shame sur des acteurs précisément. Et ça, c'est la société civile qui le fait. Si on peut faire bouger quelque chose sur la législation sur les pesticides, c'est parce qu'on a des ONG qui... Alors, et s'il y a un bouquin que je peux vous conseiller, ça c'est un petit peu hors dehors, mais lisez Les Marchands de doute. Lisez Les Marchands de doute, c'est écrit par 2 historiens des sciences américains et qui montrent les méthodes utilisées par les lobbies en fait pour décrédibiliser les réglementations et comment ils utilisent des scientifiques à cette fin et toutes les méthodes. Et ça, moi, en termes financiers, je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire sur chacune des méthodes utilisées par l'industrie du tabac, l'industrie des pesticides, pour la couche d'ozone, etc. Tout ce qu'ils décrivent dans leur livre, qui est basé sur un travail d'archives minutieux, moi, je peux vous dire des noms, des pratiques, etc., qui se sont produits sur des réglementations financières. Ça, disons que c'est des méthodes qu'utilisent les lobbies absolument dans tous les domaines. Et cette question de la lutte contre les lobbies, c'est-à-dire du rééquilibrage des espaces de délibération et donner la parole à une société civile et aux intérêts, aux autres contreparties qui ne sont pas les contreparties, enfin les intérêts de l'industrie, c'est absolument fondamental. Bon, voilà, Hulot a dit ça au moment de sa démission, mais bon, ça c'est des choses qu'on sait dès qu'on... Et que les consultations publiques, par exemple, c'est vraiment... c'est de la poudre aux yeux. Enfin, moi, j'ai été auditionnée publiquement au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc., sur les questions de séparation bancaire. Ce n'est vous êtes là pour des questions de genre, en plus, dans mon cas, pour des questions de genre, et puis vous êtes la seule, alors, avec des gens qui sont... Donc, on organise un pseudo-débat sur ces questions-là, et... bref. Donc ça, je pense que c'est le prérequis, c'est effectivement la traçabilité des décisions publiques. Alors, c'est très compliqué parce qu'en même temps, vous voyez, les ONG, pourquoi est-ce que les ONG sont petites sur ces questions-là et que les lobbies, au contraire, ont des puissances financières considérables? Eh bien ça, un minimum d'économie publique vous le fait comprendre. En fait, les lobbies, ils défendent des intérêts privés et s'ils arrivent à avoir une réglementation qui est plus faible, les gains sont directement accaparés par ceux qui ont financé le lobbying. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disjonction entre les fonds que vous mettez pour faire pression pour que la loi vous soit favorable et les gains que vous allez dont vous allez bénéficier. Si vous vous battez pour qu'il y ait moins de pesticides, si vous vous battez pour une alimentation plus saine, etc., si vous, en tant que citoyen, si effectivement il n'y a plus de glyphosate ou des choses comme ça, vous allez en bénéficier, que vous ayez donné à ces ONG ou pas, parce que c'est un bien public. Et donc ça veut dire que c'est toujours sous-financé, ça, parce que c'est un problème bien connu de free riding. L'offre de biens publics, pourquoi c'est financé par l'impôt? C'est financé par l'impôt parce qu'il y a ce qu'on appelle une non-exclusion d'usage. Que vous soyez soumis à l'impôt sur le revenu ou pas, de toute manière, vous bénéficierez de la défense nationale. Que vous ne viviez que d'allocations, que vous ne payez pas d'impôt, vous bénéficierez de l'allocation nationale et des biens publics. Et si on demandait à chacun sa disposition à payer pour ce type de choses, pour les routes, la défense nationale, toutes les choses qui sont de l'ordre des biens publics, chacun minimiserait ce qu'il est prêt à payer. Pourquoi? Parce qu'il sait que de toute manière, il préfère que ce soit les autres qui payent et on ne peut pas les exclure de la consommation de ça, l'éducation. Donc c'est pour ça que je disais de manière elliptique dans mon propos que je pense qu'il faut subventionner absolument les ONG qui font du contre-lobbying technique. Parce que ce sont elles qui produisent des contre-arguments sur des bases scientifiques qui sont capables de rééquilibrer les choses. Quand vous regardez Finance Watch, ils ont un budget mais qui est ridicule. C'est une équipe de 15 personnes. Et dans ces 15 personnes, vous devez en avoir 5 qui cherchent des fonds en permanence. Et qui font... Donc vous voyez, c'est pas possible. On ne peut pas être sur tous les dossiers. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui est justifié en termes d'économie publique. Que ça, voilà. Bon. Donc ça, alors,
Ça, c'est une première chose. Après, pour ce qu'il faut faire, donc ça, c'est ce qui est en amont. Ce qu'il faut faire, je pense qu'effectivement, ça passe par une réglementation de la finance drastique. Et je rejoindrai ce que le disait Ulf, il faut absolument créer de la diversité dans le système financier. C'est-à-dire que les réglementations qu'on a aujourd'hui, ce sont des réglementations qui empêchent l'émergence d'acteurs, notamment au niveau local. Parce que quand les besoins de financement de la transition écologique, ils sont à tous les niveaux. Ils sont au niveau local. Il faut des circuits courts de la finance. Il faut que de l'épargne locale, les gens puissent l'utiliser localement pour financer. Alors, par exemple, les AMAP, c'est des choses qui de ce genre-là. Mais il faut le systématiser, ce genre de choses. Comment ? Non, mais tu préfinances. Moi, je sais. Non, mais tu préfinances. Moi, par exemple, j'ai un contrat pain. Son jardin, quoi. Non, mais Pas de mutualisation. Non, mais par exemple, typiquement, moi j'ai un contrat pain, je paye 200, tu donnes 200 € aujourd'hui pour payer ton pain toute l'année. D'achat, Bah, ouais, ok, mais cet argent, tu préfinances. Non, d'accord, mais tu préfinances la chose, d'accord ? Ok, cet argent, si je ne l'avais pas donné aujourd'hui, je l'aurais épargné et je l'aurais dépensé tout au long de... Bon, ça c'est de la sémantique, hein. Bon, peu importe. Non, mais en tout cas, tu préfinances. Le crédit coopératif, par exemple, a fait un livret, notamment dans le Nord, où l'épargne des gens qui sont dans le Nord et qui mettent savent très bien que ça ne va financer que des investissements qui sont des investissements locaux et qui sont des investissements dans des projets qui sont des projets durables, etc. Donc ça, c'est au niveau local. Il faut faire émerger ça, il faut faire émerger des petites banques éthiques qui n'ont pas que des critères financiers dans le choix des investissements, mais qui ont des critères en termes d'impact social, etc. Ça existe, hein, ça existe au niveau international. Et bien sûr, la Triodos, c'est la principale de ces banques, de ce type de banque. Mais les réglementations les empêchent de prendre toute leur ampleur. Il faut, par ailleurs, avoir des systèmes de tuyautage pour tuyauter les énormes liquidités dont on bénéficie vers ce type des projets dont la rentabilité est très, très long terme, dont les risques sont majeurs. Voilà. Et ça passe, à mon sens, par des mises en réseau de banques publiques d'investissement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut recréer une diversité, alors qu'aujourd'hui, on a un système financier qui nous rabat sur le court terme, sur le court-termisme. Alors, l'archétype de ça, c'est le trading à haute fréquence, où on a des investissements, mais colossaux, pour gagner des nanosecondes, parce que ces nanosecondes vous permettent notamment de faire de la manipulation de marché, mais c'est très difficile à prouver par le... Donc, et là, on voit la folie de la chose. En quoi on a besoin d'avoir des prix à la nanoseconde ? Ça n'a aucun sens économique. Si on dit que les marchés sont là pour drainer de l'épargne. C'est un sens spéculatif. Exactement. Mais c'est pire, c'est que ça crée... C'est-à-dire que ceux qui sont des traders pas à haute fréquence ne voient même pas les opportunités. Enfin, je veux dire, c'est une aberration totale. Or, on sait très bien ce qu'il faut faire. Hein. Il suffit d'avoir une réglementation en augmentant le pas des transactions. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est qu'immédiatement, vous rendez obsolètes des centaines de millions d'investissements qui ont été faits justement pour rapprocher ils en sont à se mettre au plus près des bourses pour raccourcir. Enfin, c'est des choses... Franchement, on marche totalement sur la tête. Hein. Et c'est pas uniquement pour faire... D'ailleurs, on a eu des cracks, ce qu'on appelle des flash cracks. Hein. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un bug dans le truc et vous pouvez avoir... Enfin bon. Typiquement, il n'y a aucune utilité sociale à et ça devrait être interdit, tout simplement interdit. On sait que c'est utilisé pour de la manipulation de marché. Donc, et donc, pour que cette finance particulière émerge et qui aide à la transition écologique, bien sûr, il faut que ce soit la puissance publique rentre dans cette finance massivement, et il faut réguler énormément la finance telle qu'elle existe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut... voilà. Et puis, sinon, au niveau européen, je pense effectivement que l'idée d'un fonds, effectivement, qui est aussi un fonds vert, hein, c'est probablement un moyen de redynamiser, c'est-à-dire sur la base de projets, et de créer une souveraineté européenne sur la base, effectivement, de biens ou d'investissements à forte externalité sociale et environnementale, qui permettent que les citoyens se reconnaissent dedans. Effectivement, les hôpitaux, les investissements dans lesquels tu as parlé, que tu as évoqués, me semblent tout à fait éligibles au premier chef. Hein.
La question, c'est comment tu finances. Comment tu finances ça comment tu finances les euros créés par la BCE qui vont actuellement au quantitative easing. Alors, c'est ça. Donc, tu fais alors, pour les investissements verts, c'est ce qu'on appelle le QI vert. C'est-à-dire qu'en fait, les actifs qui sont éligibles, et ça peut être... Non ? Mais ça marche pas. Si tu veux. Non, mais c'est une question. Ça serait l'équivalent pour les hôpitaux et pour... Oui, mais c'est du financement de dépenses publiques. D'accord. À travers le Fonds européen, c'est pas des titres. Parce que une des choses importantes, c'est cette logique de titres et d'accumulation financière et de titres qui circulent après sur les marchés financiers. Alors, ça peut prendre temporairement, ce Fonds européen, il peut y avoir un titre qui cristallise le fait qu'il y a un financement qui vient dessus et que derrière, il y a un projet qui est l'hôpital, mais c'est un papier électronique, peu importe, qui ne va pas être négociable ensuite et qui va être à 0%. Ça veut dire parce que ce qui est important, c'est que ce ne soit pas ensuite marchandisé. Donc, alors que dans les fonds verts, il y a un petit peu une conciliation excessive avec les marchés financiers. Donc l'idée là, c'est que la Banque centrale achète et elle garde au bilan, c'est ça? Non. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle finance directement? Elle finance directement ce fonds européen. D'accord. Le fonds européen. Et c'est lui qui garde dans son finance, bilan. d'accord, ok. Donc en fait, ce fonds européen, il émet quelque chose pour qu'elle le finance. Voilà, il va y mettre effectivement... Il émet quelque chose que la Banque centrale achète. va acheter. D'accord, ok. Et qui serait effectivement pas négociable. D'accord, il faut changer faut quand même changer le statut de la Banque centrale. Ça. Non, mais il faut changer le statut de la Banque centrale. Non, c'est pas interdit. C'est Non, ça le pire. Il semble bien que ça n'est pas interdit et qu'elle pourrait très bien effectivement financer un fonds. Alors, bien sûr. Non, mais la planche. Ça a toujours existé. Les Allemands, ils sont pas d'accord avec Mais ça. si, alors, idée reçue absolue. Idée reçue absolue, on en parlera tout à l'heure. Bon, Il n'y a voilà. pas une biologie de l'allemand, une biologie du français d'ailleurs. Dépense de Ah. quand même. Les Allemands, ils se trimbalaient avec des brouettes. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Les Allemands, et je me permets alors d'intervenir, je crois qu'on agite des choses comme le petit chaperon rouge pour les enfants, sur les Allemands comme sur les Français. Et je le dis sérieusement, parce qu'il ne faut pas dire ça. Moi, je discutais avec un Allemand d'attaque. Maintenant, j'arrête le C'est un sérieux. Allemand d'attaque. Oui, il me dit, on peut pas, affreux, l'inflation. Je dis, vous avez aimé vous le plan Marshall? Ah oui, qu'est-ce qu'on a aimé? Je dis, nous, on n'a pas aimé, hein, parce qu'on trouvait que c'était un peu impérialiste. Ah oui, mais nous, on s'en est sortis. Dès que c'était la planche à billets, il me dit, ah oui, c'est vrai. Donc il y a façon et façon de discuter les choses. C'est ça, je pense, qu'il faut. Et les Allemands, le DGB, immense syndicat allemand, le DGB, il dit, il nous faut des infrastructures, un investissement dans des infrastructures avec un financement de la BCE. Il y a toujours, bien sûr. Donc, les Allemands, c'est comme si nous, on nous prenait pour Macron ou pour Sarkozy, nous, les Français, on ne serait pas contents. Voilà. Mais ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, les Allemands, qui en Allemagne, comme disait... Ceux qui sont au pouvoir actuellement. Voilà. Ceux qui sont au pouvoir Mais Mais même le SPD, il est... On va laisser Laurence conclure. Non, mais peut-être. voilà, j'ai conclu, j'ai plus rien à dire. Frédéric, Vas-y. bon, puisque j'ai pris le crachot, je veux vous dessiner quand même quelque chose que je voulais vous dessiner et que j'ai en tête, parce que du coup, je pense que il y a cette cohérence entre les objectifs sociaux, mais au sens de la société, et sous forme d'un triangle avec la pointe de combat, appuyés sur des moyens qui sont à la fois des moyens financiers et des moyens culturels. Sinon, on n'aurait pas besoin de discuter ici. Et avec des pouvoirs dessus. Et c'est une sorte de cohérence systémique à la fois pour changer le système et par laquelle le système se défend. C'est-à-dire, si on affirme, tenez d'autres objectifs, comme il y a un monopole sur les moyens ou sur les pouvoirs ou sur la culture, ils finissent par reprendre ces objectifs. Et d'une certaine façon, c'est les activités économiques qui doivent être englobées là-dedans. C'est une institution, un peu le triangle, et j'aime à mettre, on peut le mettre d'une autre couleur, l'idée que ce qui va donner un peu cohérence systémique, monsieur parlait de systémique tout à l'heure, à toute cette affaire-là, ils sont des flèches. D'accord. Non, là, il y a un rouge, si tu veux. En rouge. C'est mis en rouge, hein. Non, mais n'y vois rien, n'y vois rien. Parce que la majorité des gens sont bien. C'est les critères d'efficacité, justement. Et tout ça est orienté par les critères d'efficacité. Et d'une certaine façon, la cartographie que j'ai en tête, c'est que pour arriver à changer des choses, il faut toucher les 3 points avec une autre logique de critères. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire massivement et tout changer d'un coup. Et c'est dans ce sens-là que je présente les propositions en question. Alors,
il y a un grand accord. Il faut arriver à trouver les points d'accord sans, parmi les hétérodoxes, comme on dit, hein, ou à gauche, si vous voulez, sans limer les différences. Mais je pense qu'il faut qu'on cherche. Il y a un grand accord sur ces questions du coût du capital. Mais ça ne prend pas toujours la même place dans l'analyse. Moi, je pense que c'est quand même une question fondamentalement refoulée par les autres et que nous avons intérêt à mettre en avant parce que ça explique un certain nombre d'obstacles. Il y a un grand accord sur le besoin de dépenses sociales et environnementales. Donc, et puis, il y a un grand accord contre l'austérité. Voilà les points importants. Je pense qu'on doit... Voilà, sans... et donc, cette idée d'autres dépenses, d'une autre nature, et qui doivent être quand même significatifs, et qui vont aller contre le coût du capital, ça peut nous rassembler, je pense. C'est dans ce sens-là que je présente la proposition de fonds européen que j'ai déjà décrite plusieurs fois aujourd'hui. Hein, ce fonds qui serait intercalé entre la BCE et les États. Et je pense que... Oui, c'est toi qui disais ça tout à l'heure. On peut le penser comme une bataille sociale et politique, ce fonds européen, à partir des luttes existantes. Mais par exemple, les collectivités locales en France. Moi, j'ai fait des débats dans quelques collectivités locales qui ne reçoivent plus assez de dotation de l'État. Et puis quand on regarde les comptes, alors c'est pas beaucoup souvent, mais on regarde, par exemple, à Ivry-sur-Seine, qui est une ville dont je suis originaire, eh ben, ils donnent aux banques en charge d'intérêt autant qu'à leur grand club de sport, l'US Ivry, qui a été 10 fois champion de France de handball. J'aurais dit, voyez, vous avez un deuxième club de hand, ça s'appelle les banques. Vous saviez que... Ah ben non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? Donc partout, il y a ces questions-là. Et je dis ça parce que j'ai expérimenté dans ces débats, comme les gens ont fait un débat avec une institution intermédiaire que sont les mairies. Et je dis, la Banque Centrale Européenne devrait financer. Et ça ne tombe pas à blanc parce qu'ils se disent, ah oui, mais le maire et les élus locaux peuvent être un relais pour cette bataille-là. J'ai même expérimenté au CESE, le MEDEF, qui dit, ah ouais, c'est pas mal quand même ça, parce que ça les sort de leur aspect français. Donc, cette question, c'est juste parce que le gars était un petit peu naïf peut-être, mais... Ou intelligent. Ou intelligent, il ne voulait pas avoir l'air con non plus. Voilà. Donc, et on a auditionné, hein, parce que quand j'ai fait mon avis sur les PME au CESE, on a auditionné la BCE, comme Benoît Cœuré, qui est le numéro 2 français de la BCE, c'était un copain, on a bossé ensemble. Il m'a trouvé quelqu'un qui était assez sérieux. Et c'était de la langue de bois pendant 1h30, tout le monde voulait s'en aller, et puis je faisais des SMS, reste, tu vas voir, ça va bien se passer. Et à la fin, on a commencé à rentrer dans le dur. Et il nous dit, ça nous intéresse beaucoup ce que vous dites. On ne trouvera pas quelque chose qui l'interdit dans les traités. C'est quand même très important ce qu'il dit. Donc voilà. Mais bien sûr, ils ne le feront pas. Mais en tout cas, donc, des batailles politiques et sociales des différents pays, en faisant percevoir j'allais dire une connerie, le sens commun. Non. L'élément commun de sens qui existe dans les différents pays. Je vous assure, moi j'ai fait des réunions en Italie là-dessus, où quand j'ai dit service public, je vous l'ai dit ce matin, les gens disent, oh, je dis l'hôpital. Ah oui, ça il faut. Donc, comme tu l'as dit, si on prend et la question était visée à me faire dire ça aussi, et on pourrait prendre les réfugiés. Les réfugiés, il y a un problème de service public pour les réfugiés. En fait, l'écologie, c'est un grand enjeu de service public, y compris même pour vérifier les technologies des entreprises. Mais ça emmènerait loin sur des gens qui disent qu'il ne faut pas une économie administrée pour vérifier ce que font les entreprises. En tout cas, hôpital, éducation, route, infrastructure, etc., recherche, et protection sociale dans les pays de l'Est, ça pourrait être des enjeux majeurs. Avec l'idée qu'on mutualise. Donc, ce fonds, et ce serait des batailles sociales, quoi. Et quelle clé de répartition dans les financements entre les pays? Ça, c'est la question majeure. Mais d'une certaine façon, on peut même s'en tenir au PIB, ou faire une pondération PIB-démographie, à mon avis. Même si l'Allemagne aura plus, la Grèce aura beaucoup. Il faut afficher la couleur que ce sera pour tout le monde, mais en réalité, dépasser le côté national et dire ce sera pour tout le monde, mais pour les vrais gens. C'est-à-dire prendre, si vous me permettez mon vieux vocabulaire, le prendre vraiment comme une question de classe au sens rassembleur, c'est-à-dire contre le capital, le développement des gens, quel que soit leur pays, quel que soit, s'ils soient teutons, français,
paresseux grec, etc. C'est ça qui est important, je pense. Mais c'est une bataille longue et difficile. Moi, je suis dirigeant d'un parti communiste en même temps. Enfin, je siège dans une instance de direction qui ne dirige rien. On a bien compris qu'il y avait un conflit. Elle va peut-être diriger, voilà, mais qui ne dirige rien. Mais qui dit ce parti politique, le Parti communiste français, un dirigeant qui a pris la direction du parti de la gauche européenne sur la base d'organiser une bataille là-dessus, un référendum là-dessus, et une pétition avec 1 million de signatures là-dessus, il y a déjà 9 ans. Vous en avez entendu parler? Non, rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'il y a une peur de venir là-dedans. Donc quand même, il ne faut pas sous-estimer la question de la bataille des idées. Et ce qui est fait ici est majeur. Nous sommes peu, mais c'est très important. C'est très important. Il y a un verrouillage dans les consciences. Et il faut arriver à déverrouiller de toutes sortes. C'est-à-dire ce que disait monsieur et ce que vous disiez d'une certaine façon, c'est-à-dire peut-être le prendre aussi à l'envers par les modes de vie. Ça peut déverrouiller les gens. Il faut déverrouiller, il faut trouver des storytelling, des façons de raconter les choses. Il faut faire savoir ce qui se passe. On avait monté il y a 2 ans et demi, avec des gens qui étaient venus me voir. Je n'étais pas d'accord avec eux sur le revenu de base, mais je suis d'accord pour qu'il y ait un revenu pour tout le monde, mais sous une autre forme. Mais peu importe. C'était campagne, ça s'appelait QE for People, Quantitative Easing pour les peuples, pour les gens en fait. On est allé avec eux là-dedans. Il y a eu très peu d'écho là-dessus. Mais il y a un verrouillage. Il y a un verrouillage médiatique. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer ces temps-ci. Il y a un verrouillage idéologique. C'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand même, il faut le prendre au sérieux. Voilà, donc, proposition, ce fonds européen, à mon avis, parce que c'est très rassembleur, c'est très clair d'une certaine façon, ça peut venir. Et je pense, en insistant bien que c'est la mutualisation, c'est tous les pays, et aussi avec des pays tiers, les PECO, on pourrait voir la même chose avec le Sud et l'Est, pour avoir une ligne de crédit rattrapage social au Sud. On peut réfléchir comme ça à tous les niveaux, si on veut s'amuser, entre guillemets. Parce que l'idée que c'est pas seulement dans mon jardin, c'est un jardin commun, la Terre. Voilà. Après, bien sûr, je pense que monter la question des critères, ce qui renvoie quand même, nous appelons le keynésianisme, non pas la pensée de Keynes, mais la façon dont elle a été déformée dans la vulgate politique économique des années 60-70, ce que tu as appelé la synthèse keynésienne. Mais c'est déjà technique. Mais oui. La vulgate qui consistait à dire il faut dépenser public et puis on verra, sans critères. Et on a fait ça dans les années 60. On a bétonné la France, on a fait de l'export et du crédit à l'investissement. C'était déjà pas Keynes. Et cette question des critères, il faut arriver à la présenter comme quelque chose de politique. En réalité, c'est politique. C'est la morale de ce qu'on fait. Sur quels critères on fait. Enfin, j'ai des philosophes autour de moi. Si les critères, ce n'est pas des questions politiques, éthiques profondes, non, ça se traduit techniquement. Ça nous ramène sur les trucs de... Oui, ça se traduit techniquement. Il y a une incarnation dans la vie, on ne doit pas se faire avoir. Et donc, il doit y avoir de la politique et des pouvoirs en même temps. Voilà. C'est tout. Merci. Alors, Ulf Oui. C'est très difficile de suivre trois interventions comme ça pour conclure. Je voudrais effectivement me concentrer sur une facette de ce qu'on vient de discuter au long de la journée. En fait, on dit démocratiser la politique publique, etc., ouvrir, etc., notamment la réglementation, etc. L'Europe a une convention constitutionnelle, etc. La question qui se pose dans la prolongation de ça, pour moi, c'est qui est-ce qu'on souhaite faire entrer dans le cercle de lumière et avec quelle légitimité est-ce que ces acteurs viennent et comment est-ce qu'ils sont accueillis. Et je pense qu'on a trois, peut-être 4 mots clés dans ce contexte-là, c'est démocratie, citoyenneté, confiance et histoire. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait l'impasse, on est dans un impasse en termes de formation et légitimation des politiques publiques au sens général. Même les propositions les plus cohérentes, les plus fonctionnellement et techniquement bonnes en termes de comment est-ce qu'on va s'en sortir de cette impasse-là, ils n'ont plus la légitimité politique parce qu'on n'en fait pas le débat, on ne fait pas la conversation sur ça. Il faut accroître le recours aux citoyens,
les organisations des citoyens dans la société civile, parce qu'on a un continent caché de savoir, de savoir-faire, des connaissances, etc. C'est une chose qui me donne beaucoup d'espoir en ce moment, parce que j'ai peint plein de scénarios un peu dystopiques aussi ici. C'est très difficile de revenir en arrière et revenir aux années 30, etc. aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire avec toute la diffusion des savoirs et des savoir-faire dans la société? Comment est-ce qu'on va arriver à un Fahrenheit 471 dans ce sens? C'est un peu difficile d'éradiquer la société et la soumettre aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font bien la tentative. Et l'encadrer et l'encastrer dans des canons acceptés par les néolibéraux. Voilà. Et donc, c'est question maintenant de faire confiance au citoyen et sa compétence. C'est-à-dire que faire rentrer des autres voix dans le débat politique qui portent des points de vue contraires à ceux qu'on a vécu justement jusqu'ici, c'est le point absolument indispensable. Maintenant, dans quelle manière on soutienne ces voix-là, c'est aussi une question. Aujourd'hui, il y a des organismes qui se dédient pleinement à ce tiers-état de la recherche, au tiers-état du savoir aujourd'hui, qui est au-delà des grandes entreprises, au-delà de l'académie et au-delà de l'État. Et qui essaye d'établir des tentatives de faire rentrer de plus en plus de gens dans ce débat. Finance Watch en fait partie, hein, très clairement. Il y a des regroupements d'associations qui font la même chose aussi, et innover de manière qu'on puisse acheminer plus de ressources financières pour soutenir cette conversation-là. Il faut créer cet espace, il faut la soutenir parce que on a les conventions citoyennes, on en a eu sur les déchets nucléaires, sur le GMO, etc., qui ont très bien marché en France, à titre d'exemple. Ce type d'exercice, quand on ouvre au grand débat public sur la place du privé dans les soins de santé, etc., c'est un pan de réflexion assez importante et déterminante pour beaucoup de gens. Est-ce qu'on doit introduire des opérateurs privés dans le système éducatif? Ça a été fait dans mon pays natal. Ils sont allés plus loin que la Chili dans la privatisation de l'éducation nationale. Ce qui s'est fait. Sans débat. Sans débat pour savoir si ça correspond vraiment aux souhaits des citoyens. Sans prendre en compte de façon légitime et équipondérée les points de vue contraires. C'est ce jeu de pouvoir qu'il faut commencer à éroder. Et ça s'érode via la démocratie, le citoyen, la confiance et l'histoire, en fin de compte. Parce que l'histoire, c'est pas que l'histoire des grands événements et les histoires politiques, c'est aussi l'histoire des expériences des gens, du citoyen, à tout égard. Et c'est cette expérience-là qu'il faut rendre légitime et le faire rentrer dans le débat public. Et cela est fait par la multiplication des instances comme celle-ci aussi. Et c'est très important, je suis d'accord avec Frédéric aussi. Ce qu'on fait là est très important, il faudrait le faire tout le temps. Quand on a conclu la Convention citoyenne sur l'économie, Robert Boyer s'est rapproché de moi et il m'a dit « Wolf, il faut faire ça tous les jours. » Oui, je suis d'accord, mais trouvez-moi les finances pour faire ça. Hein? Mais c'est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, on laisse à côté le débat public sur des critères rationnels, prétendument rationnels et financiers. Et on est en train aujourd'hui d'écarter ce continent caché encore plus, qui est le citoyen et ses compétences et savoirs. Mais finalement, c'est lui qu'il faut faire confiance pour qu'on puisse sortir de l'autre côté. Donc, quand on parle d'ouvrir le débat, décloisonner, démystifier, combattre un petit peu le technicisme et l'économisme qui était tout ça, c'est de cela qu'on parle. C'est ce processus qu'on parle pour moi. Voilà. Et ceci est un premier pas, attendez, mais il faut faire venir la salle et mettre nous de l'autre côté. Et ça, le problème, c'est qu'il faut inverser les rôles. Il faut commencer à regarder, voir le controverse de Valladolid, on pourrait peut-être le répliquer par ailleurs. Hein.
et faire argumenter les gens dans tous les sens. C'est ce type de processus, c'est ce dialogue et conversation citoyenne qui est extrêmement important aujourd'hui. Elle se fait aussi, elle peut se faire à travers des langues aussi. Hein. C'est pas aujourd'hui un empêchement. Je dirais. Alors, Xavier. Je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit, qui me paraît en effet constituer des éléments pour une solution et pour une autre voie, un point de vue que j'essaie de rendre plus politique. Tout à l'heure, j'ai appelé à faire de l'histoire, là j'appelle à faire de la politique. Nous sommes à quelques mois des élections européennes. Et sur le terrain politique, il y a une poussée redoutable de nationalisme, face à quoi n'existe qu'une affirmation, par ailleurs sympathique, d'un projet européen qui serait fédérateur, respectueux des droits de l'homme, etc. La réalité qui est derrière ce débat, c'est ce dont nous avons parlé toute la journée, c'est-à-dire ce sentiment d'enfermement dans une logique terrible qui, en réalité, tire toutes les ficelles. La première question, donc, politique, c'est comment sortir de cette espèce de théâtre de dupes. La deuxième question, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas les seuls, nous intellectuels ou nous militants ou nous ce qu'on voudra, à contester ou à tenter de sortir de cet étouffement ou de cet enfermement. Il y a, comme vous l'avez dit les uns et les autres, un très grand nombre de forces qui sont déjà mobilisées, des lanceurs d'alerte, des ONG, des conventions citoyennes, enfin bref, en réalité, la situation n'est pas un enfermement de gens qui sont passifs et complètement serrés dans leur chaîne, ça bouge. La question qui fait que ça ne bouge pas au point de changer les choses, c'est que les forces multiples restent diverses, restent éclatées. Soit par la dispersion de fait, parce que l'un parle de climat, l'autre parle de banque, le troisième parle d'autre chose, et le quatrième des hôpitaux. Et puis d'autre part, il y a des clivages politiques hérités du passé qui freinent et qui sont facteurs de méfiance et de réticence, de sorte que la situation d'ailleurs est très facile à résumer. Face aux élections prochaines, la gauche française est complètement fragmentée, complètement... Enfin, on se prépare une bérésina lamentable, avec peut-être aucun député français de gauche au Parlement européen. Face à cela, je me suis posé la question de savoir s'il n'existait pas de quoi fédérer un peu les forces pour modifier un peu le rapport de force par rapport à ce qui nous écrase ou par rapport à ce qui nous domine, et ce faisant, ou pour ce faire, de renforcer et de clarifier les institutions européennes. Et j'aimerais vous soumettre 3 schémas dont je qualifierais l'un de keynésien ordinaire ou keynésien déjà spécifié, mais keynésien quand même, keynésien tel que c'est connu. Ne pas avoir peur de financer dès lors que ce financement n'est pas absurde ou qui n'est pas spéculatif. Je pense, actuellement, il y a un modèle qui est le modèle du plan Europe, plan finance Europe nature, plan finance nature Europe. C'est très intéressant ce genre de choses, mais c'est intéressant parce que ça souligne le fait qu'il n'y a pas à avoir honte de mettre un impôt de 5% sur les revenus, les bénéfices des entreprises, puisqu'on est encore très loin du taux d'imposition par rapport aux États-Unis. Deuxièmement, ça souligne qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle de cet investissement par les parlements nationaux. Il me semble que cette idée est intéressante à la condition d'être réaliste, c'est-à-dire que ce qui pourrait être européen, c'est l'idée, dans l'esprit de la communauté du charbon et de l'acier initial, dans l'esprit de grands projets comme Airbus, de faire par exemple une stratégie recherchant une politique européenne de l'énergie. Étant entendu, c'est là que ça devient intéressant, que sur les questions énergétiques, en France on n'est pas d'accord, on se déchire,
Et en Allemagne, on est en train de relancer le charbon, tandis qu'en France, on mise sur le caractère inéluctable de l'atome. Or, il est évident, pour des questions de mutualisation de moyens, d'économie et de rationalité, qu'il faudrait une politique énergétique. C'était d'ailleurs dans le 3e chapitre du projet de constitution de 2003 de Giscard. C'est ce qui y avait un des éléments intéressants de cette 3e partie, malgré ses 52 pages. La question est de savoir si ce ne serait pas un moyen double de chercher une politique énergétique et d'éveiller la conscience énergétique, d'éveiller la conscience citoyenne, en faisant que le Parlement européen, en tout cas que les candidats au Parlement européen, proposent que le Parlement soit le maître d'œuvre de ce genre de débat, puisqu'on ne peut pas définir de politique énergétique sans trancher les divergences fondamentales de politique énergétique entre la France et l'Allemagne, pour ne parler que d'elles. Eh bien, voilà un lieu où il y a de la contradiction, il y a même des passions. Ça bouge, donc on n'est pas dans le statisme, là. Ça bouge, mais justement, si on réfléchit, si on discute, quitte à s'empoigner quelque temps, on peut avancer. Et surtout, coup double, on peut avancer par la médiation de procédures parlementaires qui, que je sache, on n'a rien inventé de mieux en matière de démocratie. Par conséquent, nous pouvons chercher un grand projet ou quelques grands projets de ce type européens qui exigent une clarification des objectifs. Parce que être citoyen, ce n'est pas simplement décider, c'est être capable de trancher dans des décisions difficiles et dans des choix difficiles. Par conséquent, je crois, voilà un paradigme, un exemple. On pourrait imaginer d'ailleurs une politique du même genre pour essayer de maîtriser les nouvelles techniques informatiques. Chacun de nous a l'impression d'être soumis par Internet, il y a du bon et du mauvais, mais le mauvais côté d'Internet, c'est d'être soumis, d'être fliqué, d'être etc. On pourrait imaginer une grande politique européenne des moyens informatiques, avec tout ce que ça implique comme recherche fondamentale, comme recherche juridique, etc. Bref, là aussi, comme les solutions ne vont pas de soi, il faudrait débattre, ou débattre sérieusement en visant des objectifs dans un Parlement. Donc, on renforce le Parlement d'une autre manière. Bref, c'était ma première idée. Engager des grands projets, puisqu'au fond, même les eurosceptiques les plus sceptiques sont d'accord pour des projets européens. Airbus reste un modèle incontesté par tout le monde. Par les pro-européens, mais par les anti-européens aussi. Ah, pour Airbus, on est d'accord. Eh bien, d'accord. Il faut prendre les choses comme telles qu'elles sont et les forces là où elles sont. Il y a des forces qui, même eurosceptiques, seraient d'accord pour chercher la voie d'une politique énergétique commune. Allons-y. Et ça renforcera le Parlement en même temps. Deuxième piste, que je qualifierais de Keynes, mais de Keynes du Bancor, de Keynes progressiste, du Keynes généreux, du Keynes le plus à gauche, si on peut dire. Celui qui a été battu par White en 1944, qui a été repris par la charte de la Havane en 1948 et qui finalement a été mis sous le boisseau par le Sénat américain dès 3 jours après le vote. Ce Keynes, c'est quelqu'un qui défend l'idée absolument extraordinaire, simple, mais profondément révolutionnaire, enfin au sens usuel du mot, c'est-à-dire qui bouleverse les choses, c'est-à-dire que la dette est un rapport de solidarité à 2 entrées, avec l'idée que quelqu'un qui a une créance trop lourde, il est coupable. Il est coupable parce qu'il a gardé l'argent pour lui comme un avare, au lieu de faire circuler sa créance de telle sorte qu'elle puisse financer l'endetté, et que l'endetté rembourse d'autant plus sa dette qu'il devient riche. Or, là aussi, utiliser l'existant. Il existe actuellement en Europe un système qui s'appelle le Target 2, qui est un système absolument extraordinaire. À l'origine, c'est un système de paiement accéléré, l'équivalent des chambres de compensation au niveau européen. Ça permet à un Français de payer un Allemand sans difficulté en 3 secondes. C'est formidable d'un point de vue technique. Mais dans le sillage de cette technique de paiement remarquable et moderne, liée aux techniques d'information, il y a le fait que maintenant, il existe une possibilité d'observer en temps réel les flux des capitaux. Et on voit en temps réel, par Target 2, que le capital va au capital. Et si l'on est keynésien au sens 2 que je viens de définir, on dit, mais voilà où il faut peser. Il faut peser, il faut favoriser les investissements pour qu'ils n'aillent pas toujours là où il pleut, comme on dit, mais qu'ils aillent aussi en terre sèche. C'est ma deuxième idée, c'est-à-dire l'idée d'introduire un principe de solidarité qui ne soit pas réservé aux sociétés solidaires
et aux sociétés, si on peut dire, non lucratives, mais qu'au sein du système lucratif, il y ait l'introduction de l'esprit public. Autrement dit, il y aurait 3 secteurs, le secteur associatif, non lucratif, le secteur public et le secteur privé traditionnel, mais qui serait, si on peut dire, inspiré par l'esprit public. Autrement dit, on renverserait complètement le mouvement actuel dans lequel l'esprit privé se distille jusqu'au cœur du service public. Puis la 3e idée, très simple, c'est que s'il est vrai que la finance, en ce qu'elle a de sain, est toujours articulée de manière fonctionnelle à l'activité productive, la finance n'est rien d'autre qu'une anticipation d'une production à venir. C'est en ce sens qu'elle est saine et qu'il n'y a que les imbéciles qui disent qu'il faut tuer la finance ou mort aux riches. Enfin, c'est des bêtises innommables. La finance est une chose magnifique, le capital est une chose magnifique qu'il faut simplement gérer intelligemment et de manière généreuse, en l'émancipant de tous les égoïsmes possibles, imaginables. Et bien, pour cela, il faut, et là je souscris 1000 fois à l'idée de nouveaux critères, il faut dans la gestion des banques, centrales, en tant qu'elles refinancent le financement de premier degré des banques usuelles, et dans la gestion des entreprises elles-mêmes, puisque les entreprises et la finance, elles sont complètement articulées, sans ça c'est la mort. Dans la gestion de la finance et dans la gestion des entreprises, introduire le débat fondamental de la décision du financement. Démocratiser le financement, ça veut dire que la décision de financement ne soit plus réservée à quelques-uns, mais qu'elle devienne, par des tas de médiations et avec des tas de degrés, l'affaire de tous. Or, il y a 2 questions en matière de financement qui relèvent de la véritable souveraineté, s'il est vrai que l'argent est maître du monde. Il y a 2 questions, c'est la question de quantité et la question de direction. La question de quantité, c'est que dans la valeur ajoutée, il faut discuter, comme ça a toujours été fait, parfois c'est sourd et ça prend la forme de lutte acharnée, de lutte syndicale, etc. Mais la question, c'est de savoir, étant donné une quantité de valeur ajoutée, comment on partage ce qui va au salaire, ce qui va à l'investissement et ce qui va aux dividendes. Et on peut parfaitement imaginer, sur ce premier terrain, que le financement soit fonction du degré, ou plutôt inversement proportionnel au degré de quantité d'argent, de valeur ajoutée, qui va aux dividendes. Après tout, il existe des sociétés anonymes qui ne versent pas de dividendes. Ce n'est pas forcément les plus vertueuses, mais en tout cas, c'est à examiner. Et puis, donc on peut parfaitement imaginer que le financement donc, ait des critères nouveaux, et que par conséquent, la deuxième question du choix de financement, c'est investir vers quoi? Une fois qu'on a décidé la quantité de valeur ajoutée qu'on verse vers l'investissement, ou qu'on complète par un emprunt ou par un financement nouveau, financer pourquoi? Bref, là, ça implique une possibilité de démocratisation concrète, dont d'ailleurs, formellement, la gauche a rêvé dans les années 81-83, mais c'est resté sur des papiers, et ça n'a eu aucun effet. Mais en tout cas, voilà du concret, c'est-à-dire que le capitalisme n'existe que comme système où le capital est géré en quantité et en qualité par une minorité, que cette minorité soit la forme de la propriété privée ou la forme des technocrates qui dirigent à notre place, peu importe la propriété, c'est la décision qui joue. Si on veut démocratiser la finance, il faut démocratiser la gestion de l'entreprise et ça ira beaucoup mieux. Et je pense que les 3 étapes que j'ai proposées sont évidemment solidaires, mais que d'un point de vue d'entraînement politique, vu l'état de l'opinion, la première est plus aisée à vendre, comme on dit. La deuxième, pour des gens qui sont un peu sensibles à la générosité, et après tout, toute l'époque de 1945 à 1948 prouve que ça n'est pas réservé à des moines ou à des gens vertueux et ascétiques. La générosité, ça a été pendant un temps un slogan politique, international même. Par conséquent, ça peut se réactiver. Quant à la contestation du capitalisme lui-même en son cœur, c'est moins évident, c'est moins familier, mais après tout, quand on a des exemples en tête, précis, des cas, ça peut détendre l'atmosphère. Voilà. Excusez-moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était une intervention. Bon, eh bien, je pense qu'on va clore
a dit peut-être Oui, je vais encore faire quelques mots. une brève conclusion, très brève conclusion. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Bon, premier élément que je voudrais mentionner, c'est à titre d'avertissement que je nous lance à nous-mêmes. Il est vrai, comme l'a dit Xavier, et comme tout à l'heure j'en parlais avec Robert, que tout ce que nous disons est un peu hypothéqué par les nuages très gros et très sombres qui s'accumulent autour de la poussée du nationalisme, de ces questions d'immigration. Et il faudrait vraiment que tout ce que l'on espère ne se bloque pas par implosion en cas de triomphe électoral au Parlement européen de ces forces-là. Parce que à partir de là, c'est de l'intérieur. Bon, cela ayant été dit, je crois que nous avons quand même assez avancé sur le plan de notre analyse. C'est-à-dire que nous avons trouvé, au fond, que le malaise grandissant, ou disons la crise, ou le désamour à l'égard de l'Europe, tenait en même temps au fait, comme on l'a pu le dire, que l'Europe réellement existante et fonctionnant d'abord, ou en tout cas perçue d'abord dans son fonctionnement économique et surtout financier, a suffisamment de force et de réalité, mais pour se manifester comme un trou noir. Et comme un trou noir allant dans le sens d'un blocage, d'une indifférenciation des rapports. Et par là même, c'est la preuve qu'on peut pas, on ne réduit pas un trou noir en se cachant, en fermant les yeux, ou simplement en détournant le regard ou en tournant le dos. Ce qui appelle à une intervention politique. Là où il y a effectivement du pouvoir, de l'opacité, ben il faut un pouvoir de contrôle, un pouvoir de décomplexification, un pouvoir de fluidification dans certains cas, et comme ça a été souvent dit, un pouvoir de diversification, voire de création de conditions d'une concurrence effective, là où il n'y en a plus que de manière verbale ou pour justifier les pires dérives en quelque sorte de domination et de monopole. Or, ce qui a été dit montre que s'esquissent ces contre-pouvoirs, en tout cas s'esquissent les conditions de ça. J'ai cru comprendre, en particulier en vous écoutant, qu'il y avait déjà des formes d'intervention de la société civile, mais ce qui est intéressant, des formes d'intervention d'une société civile, pourrait-on dire, européenne, ou en tous les cas transnationale, on ne veut pas dire européenne, et sur un plan proprement supranational, ce plan effectivement de l'endroit et des lieux où s'exercent ces pouvoirs. Donc, la notion d'ONG, le contrôle citoyen, au fond, européen, est déjà anticipé par ces organisations. Donc, il y a là une ressource à explorer et peut-être à renforcer. Et peut-être il faut, à la lumière de ces formes d'intervention, tenter de penser peut-être des formes d'intervention publiques, enfin des formes d'intervention, comment dirais-je, transétatiques au niveau de certains contrôles. J'ai compris également que cette activation de la société civile pouvait permettre en différents lieux, donc je ne reprends pas les détails des analyses économiques qui ont été évoquées, de recréer de la diversité, mais en même temps qu'on recrée de la diversité, qu'on recrée du réseau, pourrait-on dire, on peut créer et du contrôle et du lien, c'est-à-dire peut-être les deux en même temps. Enfin, j'ai cru comprendre que cela n'était pas absolument impossible. Mais si on va encore un tout petit peu plus loin, on a pu voir que les institutions européennes, telles qu'elles existent, et contrairement à une lecture parfois un peu trop schématique ou un peu, comment pourrait-on dire, de type un peu diabolisant qu'on peut en faire, ne bloquent pas a priori des initiatives de réforme, et tout particulièrement des initiatives
de transformation au niveau proprement européen. Témoin, ce qu'on a pu entendre avec ces fonds publics autour ou en rapport avec la BCE et qui peuvent permettre de contourner l'idée d'un blocage, d'une impossibilité de la BCE d'intervenir dans les secteurs où on voudrait la voir intervenir. Donc là, sur cette question d'orienter l'investissement sur des questions comme, par exemple, l'environnement, sur des investissements aidant les infrastructures ou aidant les États, ce n'est pas a priori interdit, ce qui revient à dire que des luttes politiques qui s'esquissent déjà à un échelon, disons, européen, peuvent avoir une traduction européenne, y compris sur les institutions. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, malgré les traités, mais aussi grâce aux traités, tenter une réorientation. Autrement dit, les luttes ne sont pas sans déboucher à un niveau proprement européen ou pour tenter de faire fonctionner différemment, entre autres, la BCE. Alors, dernier point sur lequel on peut déboucher, c'est que tout ce qui vient d'être dit, l'esquisse dans et par les conditions créées par le malaise et les difficultés d'une forme d'intervention de la société civile au niveau européen, d'une forme de polarisation, enfin en tout cas plutôt d'articulation de lutte, ce qui a été dit, par exemple, comment on peut revendiquer à niveau européen des choses où, par exemple, les maires, les collectivités locales peuvent avoir leur rôle politique à jouer. Autrement dit, des questions de faire fonctionner, avant même la juridification, effectivement, des niveaux d'intégration politique, allant du local à l'européen. Eh bien, tout cela peut servir de jalon, parce qu'il ne faut pas séparer les choses, avec en même temps des grands projets comme ce qui a été dit, par exemple, sur le plan des services publics, de la santé, mais ce qui a été ajouté, par exemple, par Xavier, ce guidé de penser à un niveau européen une logique et un programme de développement et de spécification en matière d'énergie, ne serait-ce que pour prendre cet exemple-là, eh bien, ça peut servir de point d'appui, cette fois-ci, au projet politique de relais sur le plan propre au projet constituant, constitutionnel européen, qu'il va bien falloir relancer pour que les institutions européennes, telles qu'elles sont, deviennent non seulement plus lisibles, mais plus praticables par les citoyens. L'un n'allant pas sans l'autre. Mais si on joue de tous les phénomènes et en tentant de les coordonner, je crois qu'on peut penser ce que peut être le projet politique, économique, financier, avec quelques, comment dirais-je, programmes et quelques objectifs simples pour déjà polariser les intentions sur les semaines, les mois et même les années à venir. Merci beaucoup. Alors, Frédéric, je voulais dire un mot sur les syndicats. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des ONG, mais je pense qu'on a besoin en fait de prendre en tenaille Bien ça, sûr, j'ai oublié de le dire, avec évidemment. le monde syndical. Évidemment. Non, mais c'est fondamental en Bien sûr, réalité. mais bien sûr, ça fait partie de... Ça va renforcer les uns et les autres. C'est très important. Et donner un sens, parce qu'il y a quand même la question du sens derrière la politique, y compris quand on parle de liste de gauche. Jean-Luc Mélenchon, du point de vue de la gauche, n'est pas très identifié à un projet européen tel qu'on le développe ici. Ah mais ça on est bien d'accord. Non mais oui mais le débat, il m'appartient de le préciser et c'est de ma responsabilité. Je crois qu'on avait compris. Oui mais non parce que donc le débat sur une liste de gauche ou sur des élus de gauche, c'est très abstrait. J'insiste, c'est très abstrait. Et je pense la répétition, montrer qu'il y a des choses communes dans ce qu'on dit, répéter. Les autres, il y a eu le père Gattaz, puis le fils Gattaz pour nous parler des exonérations de cotisations sociales. Ils disent ça marche pas. Nous, on dit ça marche pas, on dit ah ouais, il faut passer à autre chose. Eux, ils disent ça marche pas.
C'est parce qu'on ne l'a pas vraiment fait, il faut le faire beaucoup plus. Mais nous aussi, il faut dire, ça ne marche pas parce qu'on ne l'a pas vraiment fait. Parce que si on fait, imaginons qu'on fait le fonds européen et qu'on met des critères, ils vont tout nous, je reste poli, tout nous entourlouper dans l'affaire. Évidemment. Donc ils vont mettre des critères, ça ne va pas être respecté. C'est parce que vous n'avez pas mis les bons critères, c'est parce que vous n'avez pas fait correctement. Donc il faut avoir une ténacité, et c'est là aussi que l'organisation, les ONG, les citoyens, la conscience, c'est très important. On doit rechercher à imposer notre agenda, à être tenace sur notre agenda. Est-ce que je peux juste dire un mot par rapport à ça? Parce que c'est évidemment... Oui, oui. Il ne faut pas, quand même pas tomber dans le piège de dire que toute la société civile est progressive. Oui, mais je crois que c'est un peu ce qui était suggéré là. À ce niveau-là, il faut mener aussi un débat dans cette société civile elle-même, parce que la société civile, c'est aussi le mariage pour tous. Mais oui, c'est aussi les anti-IVG, qui sont du coup parfois bien financés. Il faut le dire, par des corporates. Hein. Oui, oui, tout à fait, exactement. Bien sûr. Donc, il faut approcher cette question avec discernement aussi. Je suis d'accord avec Frédéric, il faut rentrer les syndicats dedans et c'est urgent.